Bonjour à toutes et à tous, je suis Louise Brouez, agronome spécialisée en nutrition et vous écoutez le 10e épisode de Révolutions alimentaires, un podcast produit par Darwin Nutrition. Aujourd'hui, nous allons parler maternité. Je sors moi-même de quelques mois tout en rondeur, en grossesse, comme dit mon fils. Mais rassurez-vous, nous allons aussi parler paternité. Lorsque la vie éclot en nous, notre attention redouble sans nul doute quant au contenu de notre assiette et ce que nous allons partager avec notre enfant. Le médecin donne en général quelques recommandations sommaires à propos de la listeria, des compléments alimentaires, du café et de l'alcool. Mais ce sont des conseils bien pauvres en regard de la vie qui se multiplie à l'intérieur de nous et nous dépasse. La maternité est aussi souvent un tournant et ouvre des interrogations sur nos modes de vie, nos habitudes alimentaires, les pollutions qui nous entourent et ce que nous allons transmettre. Alors, nous vous invitons à un petit voyage pour appréhender d'un point de vue alimentaire cette période si particulière. Et vous entendez Victoire derrière moi, mon bébé de 3 mois. Pour parler maternité et alimentation, j'ai la grande joie d'accueillir aujourd'hui Isabella Aubrist, spécialiste de la diététique chinoise et de la cuisine des 5 éléments. Elle a 25 ans d'expérience en cabinet et elle a créé Petit Ventre Heureux, qui est à la fois une marque de potions énergétiques, un super site internet, le titre de 3 livres, une communauté d'apprenants et une mission, celle de rappeler à ceux que nous aimons, que nous sommes, ce que nous mangeons et ce que nous buvons. Elle m'a raconté qu'un soir à Tian Tai Shan, un monastère au pied d'une montagne sacrée, elle a découvert une facette passionnante de la diététique chinoise, cuisiner en suivant le mouvement de la nature et en imitant le fonctionnement du cosmos. Elle est avec nous aujourd'hui parce qu'elle est en particulier l'autrice de Petit Ventre Heureux attend un bébé, une grossesse tout en sagesse selon la pensée chinoise, parue aux éditions Trédaniel. Elle écrit « La pensée chinoise se base sur la compréhension du fonctionnement de la nature et nous indique comment l'homme peut s'insérer au mieux dans ce qui l'entoure. La lune influence et régit le cycle de la femme et aussi celui de tous les hommes. Lune après lune, la maman nourrit son enfant grâce à l'un ou l'autre de ses méridiens. » Bonjour Isabella. Bonjour Louise. Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu t'es intéressée à la nutrition ? Merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Oui, j'ai grandi dans une auberge en Autriche. Ma maman faisait la cuisine pour ce petit village. Elle était un peu la psy de beaucoup de personnes. Et moi, j'ai fait une école hôtelière car il était évident pour tout le monde que j'allais reprendre un jour. Sauf qu'à 19 ans, je suis allée à New York pour y passer 6 mois comme fille au pair et j'ai compris très vite que j'allais pas du tout retourner en Autriche. Donc je suis restée 3 ans, j'ai changé mon alimentation, ma vision des choses, j'ai grandi. J'ai arrêté de manger des animaux, chose qui m'avait toujours profondément perturbée. Et voilà, je suis là aujourd'hui et avec les rencontres, le temps, la distance, cette nouvelle liberté new-yorkaise m'avait donné une faim de découvrir d'autres choses. J'ai commencé à chercher. Puis la vie m'a emmenée à Paris. Un jour, une amie a prononcé 3 mots, médecine traditionnelle chinoise. Et c'était l'appel du Dao pour moi. Et je marche sur ce chemin depuis un peu plus de 30 ans. Et finalement, l'auberge de ma maman se reflète dans mon travail aujourd'hui et je nourris aussi un peu comme elle faisait. Et ta démarche justement s'appelle Petit Ventre Heureux. C'est quoi pour toi un petit ventre heureux ? Oui, Petit Ventre Heureux, en fait c'est un nom que j'adore et je suis très heureuse qu'il soit arrivé à moi. Alors, le ventre occupe le centre de notre corps, de la même manière que l'être humain occupe le centre de l'univers. Ce centre en nous est un carrefour avec un trafic, disons-le comme ça, énorme. Les choses y arrivent, doivent se digérer, se transformer, continuer leur chemin, nourrir, etc. Donc nous sommes ce que nous choisissons de manger et ce que nous pouvons finalement digérer. Donc qu'est-ce que c'est un petit ventre heureux ? C'est un ventre qui est vivant, qui est en vie, qui sache parler un langage que nous puissions décoder et auquel nous pouvons répondre. C'est-à-dire le ventre est notre centre avec lequel nous devons rentrer en discussion.
Parce que nous devons digérer les aliments, mais aussi digérer les émotions. Donc notre ventre, il doit recevoir le bol alimentaire et le transformer en énergie vitale, sang et liquide organique. Une tâche hautement vitale et aussi hautement symbolique. Un petit ventre heureux est un ventre qui se fait entendre et comprendre, qui puisse recevoir ce que nous choisissons de lui offrir, qui puisse avoir son mot à dire et qui sache transformer. Un peu dans l'image chinoise d'un chaudron qui va transformer le plomb en or. Parce que notre alimentation dans son état brut, un haricot vert par exemple, est seulement utile quand il est transformé. Car lui, l'haricot ne peut pas circuler dans le veine ou nourrir nos muscles, tendons et neurones. Merci beaucoup, j'aime beaucoup l'image de la digestion des émotions, cette façon de les faire descendre aussi dans le corps. Est-ce que tu peux nous parler rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet de la grossesse, est-ce que tu peux nous parler rapidement de la diététique chinoise et en particulier des 5 éléments dont tu parles? Ah, avec grand plaisir. En fait, les médecines traditionnelles, toutes les médecines traditionnelles, et aussi la médecine traditionnelle chinoise, vont voir l'homme comme une partie de la nature. Pas quelqu'un qui regarde la nature du haut comme sur le sommet d'une montagne, mais une partie intégrale de tout ce qui nous entoure. Donc, son bien-être, notre bien-être, va dépendre de notre capacité de nous intégrer dans ce qui est ce monde autour de nous. Pour la médecine traditionnelle chinoise, il est primordial de s'accorder aux saisons. Aussi, nous devons nous souvenir que nous sommes des êtres qui ont un corps et un esprit. Et ces deux sont indissociables, toujours. Ce qui confirme aussi que nos émotions ont une influence sur notre corps. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'ai écouté Boris Cyrulnik, qui lui, il parlait dans une interview de cette connexion entre le corps et l'esprit. Et il a tellement bien expliqué, et je lui remercie du fond du cœur, il dit, regardez, si vous avez le sentiment de la honte, vos joues vont devenir rouges. Donc il a tout à fait dit qu'il est totalement inutile de dissocier le corps de l'esprit. Donc la pensée chinoise se base sur ça et aussi sur une idée yin-yang et 5 éléments. Donc je réponds à cette question de ces très fameux 5 éléments. Le principe du yin-yang met en évidence une dualité entre chaud-froid, nuit, journée, soleil-lune, et la nécessité de trouver le juste milieu entre ces deux-là. La théorie de 5 éléments permet, quelque part, est le clavier que le yin-yang puisse exister. La nature, les aliments, le corps humain, les organes, tout va pouvoir se classer selon les 5 éléments. Les 5 éléments sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc, elles vont expliquer les relations que toutes les structures dans ce monde entretiennent entre elles. Et ces interrelations vont donc nous parler d'un mécanisme, d'un modèle dynamique que les Chinois vont utiliser pour lire le monde matériel et immatériel. Et là où ça nous concerne aujourd'hui, c'est qu'on va l'appliquer dans la cuisine et surtout dans la cuisine parce que ces 5 éléments vont correspondre aux 5 saveurs, ces 5 saveurs qui sont nécessaires au bien-être de l'homme et de la femme. Et les 5 saveurs, quelles sont-elles? Alors, les 5 saveurs sont l'acide, l'amer, le doux, le piquant et le salé. Merci beaucoup. Vous écoutez Révolutions alimentaires et nous sommes 3 avec Isabelle et ma fille Victoire, petit ventre heureux que vous entendez aussi vagir au second plan. On va attaquer le vif du sujet sur la grossesse. À quoi veiller en termes d'alimentation quand on est enceinte, Isabella?
Alors, il y a beaucoup de choses à faire. La première chose quand on est enceinte est se dire c'est un moment privilégié, pas comme les autres. Il faut faire la parenthèse. Même si on est capable de tout faire et même si la grossesse est évidemment pas une maladie, c'est un moment à part dans la vie et il faut le vivre comme ça parce que c'est un cadeau de la vie. Une chose à faire est tout de suite introduire ces 5 saveurs dont on a parlé. Parce que ces saveurs sont une manière de prendre connaissance d'une manière intime de la chimie subtile de nos corps. C'est-à-dire qu'une fois que l'être humain a vraiment connu, goûté les saveurs, nous ne sommes plus tributaires d'un savoir théorique et extérieur. C'est-à-dire que nous allons connaître le monde à travers des saveurs et nous goûtons ce que nous allons devenir. Donc ces 5 saveurs vont représenter des briques que nous allons utiliser comme ingrédients fondamentaux et elles vont tonifier notre être plus profond. Elles vont tonifier la quintessence qui est la nôtre. Et autrement dit, et Victoire est d'accord avec moi, que le monde va s'offrir à nous à travers des saveurs. Donc la première chose à faire pour une grossesse, d'ailleurs pour les Chinois, une grossesse se prépare pendant 1 an en général. La première chose à savoir est qu'est-ce que je vais cuisiner. Et donc ces 5 éléments vont être une partie constituante de l'être à devenir depuis le début et elles vont s'inscrire en nous à partir de la conception et vont nous définir, nous nourrir au plus profond. Notre vie intra-utérine nous donne le privilège d'être nourris par, comme tu l'as déjà dit, Louise, à travers non seulement de l'amour de la maman, mais aussi maman va nourrir son enfant à travers ses méridiens à elle. Et pour savoir, il faut savoir que nos méridiens sont connectés à nos organes. Donc, maman va nourrir son enfant mois après mois à partir de ce qui est sa constitution à elle. Et avec une énergie terrestre, parce que le corps, mais aussi une énergie cosmique. Et le premier méridien qui nourrit l'être à devenir, c'est le méridien du foie, qui lui correspond à l'élément du bois. Et le bois correspond toujours au début de choses comme le printemps. Et après, pendant les 10 lunes de toute la grossesse, une expression yin-yang et des 5 éléments, l'une après l'autre, va nourrir donc l'enfant, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Alors, au niveau bien concret de l'alimentation, les textes classiques nous disent, au début de la grossesse, il faut éviter de manger ce qui est contraire à la vie, c'est-à-dire ce qui n'est plus vivant, ce qui est mort. Donc, on va suggérer, les textes suggèrent qu'on évite la viande, mais aussi de choses qui sont très fortes en odeur, comme les oignons, l'ail, le poireau. Par contre, on nous dit, puisque c'est l'élément métal qui correspond au début de la vie, de manger tout ce qui est plein d'énergie vitale, tout ce qui est vert, de couleur verte, des saveurs un peu acides, des légumes, des céréales, des légumineuses. Les saisons vont jouer un rôle important et il est donc important de se souvenir que le chou vert, le brocoli, les pommes vertes, tout ça doit faire partie de notre alimentation et doit être le plus naturel, le plus vivant possible. Et tu parles en particulier des cycles de la Lune. Tu as dit, la grossesse va représenter 10 lunes, c'est ça, hein ? Absolument.
Et juste après l'accouchement, il y a ce qu'on appelle le fameux mois d'or. On n'en parle pas beaucoup en France, enfin je ne trouve pas. Il y a des beaux livres qui existent sur le sujet, mais on n'en parle pas tant que ça. C'est une période clé en fait, de 40 jours, qui est celle qui va juste succéder à l'accouchement. Est-ce que tu peux nous dire en termes d'alimentation sur ce mois d'or, qu'est-ce que tu préconises ? Avec grand plaisir et merci d'en parler parce que je suis tout à fait d'accord. C'est très dommage qu'on en parle tellement peu parce que ce mois d'or, qui se lit aussi dans les textes classiques chinois, est extrêmement important et vital. Pour porter et supporter dans le sens du terme et voulant dire accompagner la vie, prend énormément d'énergie à la femme. L'accouchement met les corps aussi un peu à ses limites et la femme va perdre du sang, des liquides organiques et aussi de l'énergie. Donc, en plus, il y a l'allaitement après qui va donc demander une force colossale à notre corps et en plus, les nuits sont courtes. Donc, tout ça pour dire qu'il faut restituer d'une manière urgente ce que le corps a dû donner. Il est primordial parce que si on ne le fait pas pendant ce 40 jours, on creuse quelque part ou on peut creuser un peu les lits des problèmes futurs. Donc, nous avons ce qu'on appelle un jing inné dans la pensée chinoise, un jing acquise. Le jing inné est la quintessence que la vie nous offre au moment de la conception. Un mélange de la quintessence du papa et de la maman. Et ce jing inné, il va être soutenu pendant la grossesse. Mais on ne peut pas l'échanger. C'est comme un compte en banque qu'on offre à son enfant, avec lequel il doit vivre toute une vie parce que ça va constituer un peu sa réserve. Si la femme dépense de l'énergie autre que reconstituer sang et liquide organique, elle doit puiser dans ses réserves. Ce qui est donc un sacré problème pour notre système immunitaire. Nos émotions qui sont aussi mises à preuve pendant la grossesse utilisent aussi beaucoup d'énergie. Le souci est qu'on pense, et quelque part on a raison, qu'on peut tout faire. Mais il n'est pas utile de tout faire. La femme est yin. Quand elle a dépensé son énergie, elle doit reconstituer. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force, de savoir quand je dois me reconstituer. Donc une nouvelle maman, après l'accouchement, doit être au chaud, doit manger cuit et chaud. Épicé aussi, on dit. Voilà, un peu épicé, mais pas trop. Pas trop. Parce que trop d'épices, ça dépend bien sûr. Alors, il faut tout relativiser. Ça dépend de la saison dans laquelle on accouche, dans les pays dans lesquels on habite. La saveur piquante, elle aide à la digestion. Trop épicé fait transpirer, donc ça pourrait aussi faire perdre des liquides organiques. Donc on va rester dans le juste milieu. Il faut les 5 saveurs dont on a parlé, ce qui donc sont dans le livre que j'ai écrit pour donner justement envie de cuisiner, parce que c'est des recettes bien de chez nous et pas forcément des recettes chinoises. Ce que la maman craint après un accouchement, parce qu'elle est vidée de son sang et de son énergie, et le froid et l'humidité. On voit dans nos cabinets des femmes qui ont des douleurs articulaires justement parce qu'il y a eu froid et humidité. Maman, elle doit demander à sa maman, à la belle-mère, de lui faire des plats. C'est des soupes, des stews, des wok. Des bouillons. Des bouillons, voilà. En Chine, après un accouchement, c'est un bouillon qu'on donne à la femme pour reconstituer ses liquides organiques. Boit des tisanes, des bouillons. On a fait aussi des potions énergiques justement pour répondre aux besoins qu'on peut infuser des légumes sans forcément en avoir besoin d'une soupe si on n'a pas envie. Et on va éviter le thé parce que théine, et on va éviter le café. Et tu parlais rapidement des équilibres, justement. Est-ce qu'il y a des risques de carence pendant la grossesse ? Alors, il y a des risques de carence pendant la grossesse si on oublie le fait
qu'on doit cuisiner et on doit mettre les 5 saveurs à l'intérieur. Si vous mangez des légumes des saisons, des légumineuses des saisons, si vous mangez des fruits des saisons, vous vous assurez qu'après chaque repas, vous buvez quelque chose de chaud pour chauffer le bol alimentaire à la température du corps pour faciliter la digestion. Si vous vous souvenez qu'il est important de manger des fruits en dehors de repas et d'avoir suffisamment de protéines végétales, par exemple, ou autres, il n'y a pas de carence. La seule chose qui peut arriver, si vous mangez que des produits végétaux, que vous manquiez de vitamine B12 qu'il faut supplémenter par des petites... suppléments que vous trouvez en pharmacie. Et tu parles de légumineuses, je rappelle juste qu'il s'agit donc de lentilles, haricots blancs, rouges, pois cassés, soja, tofu lacto-fermenté. Voilà, pois chiches et tout ça dans toutes les variétés. C'est-à-dire en hummus, en dal, en soupe des lentilles, en chili sin carne, enfin, il y a une panoplie de saveurs, des couleurs. Oui, et je renvoie aussi nos auditeurs à notre émission qu'on a fait à ce sujet sur justement les légumineuses avec Cléa et avec Bina. Quels sont les quelques aliments stars, entre guillemets, de la grossesse? S'il y avait, alors on a parlé des légumineuses à l'instant, s'il y avait 1, 2, 3 aliments vraiment que tu trouves très importants pour une femme enceinte, quels seraient-ils? Alors, est-ce qu'il y a des aliments stars? Je pense que les stars vont être les légumes des saisons. C'est-à-dire que les légumes sont là pour la satiété. Et là, il faut être créatif. Il faut y mettre les saveurs, il faut mettre la texture, il faut chercher de fenouil, il faut chercher des patates douces, il faut chercher surtout tout ce qui est une saveur douce et couleur orange, potiron, potimarron, patates, des légumes verts, des légumes de la famille des choux. Ce qui est extrêmement important sont les céréales, et je ne parle pas des choses... pas dans des boîtes en plastique. Je parle de ce qui pousse quinoa, même si c'est pas une céréale, ça rentre, ça tonifie la rate et l'estomac. Quinoa, couscous, épeautre, sarrasin, épeautre, petit épeautre, riz complet. Si vous avez une digestion un peu faible, plutôt un riz demi-complet. Oui. Si vous voulez manger complet, il faudrait le faire tremper avant pour éviter l'acide phytique. Encore une fois, si vous commencez à manger vraiment bien maintenant parce que vous êtes enceinte, on va faire du demi-complet. Comme on a dit, les légumineuses, faciles à digérer et donner du goût. Parce que ni les légumineuses ni les céréales ont du goût si on ne fait pas revenir des oignons, on met de la marjolaine et de l'origan. Et des bonnes huiles. Et des bonnes huiles, et surtout tout ce qui est, et je sais jamais les prononcer, c'est les oléagineux. Bravo. Oui, yes. En forme, donc voilà, mettez des noisettes concassées sur vos salades, sur vos... des amandes. Des amandes. Des noix. Des noix, surtout en hiver. Vous pouvez aussi l'utiliser de tahina, de la crème de sésame ou les amandes en purée, mettre sur les tartines dans vos gâteaux. Alors moi, il y avait quelque chose d'ailleurs que je mangeais beaucoup, c'était des tartines de pain complet avec du thym, donc la purée de sésame, un peu de miso qui donnait le sel, et un tout petit peu de piment dessus. C'est vraiment une collation que j'adorais enceinte. Et si vous mettez quelques petites rondelles du radis blanc qui pousse en ce moment pour faire circuler, vous avez tout. Effectivement, le miso, il est très intéressant parce qu'il tonifie aussi le microbiote, auquel il faut faire extrêmement attention en ce moment, parce que c'est bien le microbiote à travers de tout ce petit peuple qui va nous aider à digérer. Notre deuxième cerveau, c'est ça? Voilà, tout à fait. Bon, ça fait 5000 ans que les Chinois associent l'intestin, l'intestin grêle au cœur et les gros intestins aux poumons et à la peau, donc c'est tout à fait naturel. Il est évident aussi que le microbiote, il va nous aider à digérer les émotions. Et c'est à partir du ventre que nous devons compter sur notre immunité.
Et tu préconises aussi, du coup, quelques aliments fermentés. On parlait de miso, Absolument. tofu, Voilà. peut-être kéfir, un peu de choucroute, kimchi. Absolument. Voilà. Tout à fait. Kombucha. Absolument. Il est primordial de nourrir ce microbiote. Il est nourri par tout ce qui est fermenté. Il est aussi nourri par la nature elle-même. C'est-à-dire, quand vous êtes enceinte, par exemple, pendant le 7e mois de la grossesse, les Chinois considèrent qu'il faut aller... pendant toute la grossesse, mais surtout pendant le 6 et 7e, il faut aller dans les bois, voir les animaux courir, se frotter aux arbres, toucher les arbres, toucher le sol, parce que c'est à partir de que ce monde extérieur que notre microbiote va se nourrir du macrobiote. Évitez à tout prix, je vous prie, évitez tout ce qui est aliments avec des pesticides. Ah oui, ça met Victoire un peu en colère d'ailleurs, ça, ce mot. Donc plutôt des aliments bio enceintes. Ouais. Oui, absolument, parce que encore une fois, c'est dans les pesticides sont en train de détruire justement notre microbiote parce que ça joue comme des antibiotiques. Le glyphosate que nous mettons dans la terre tous les jours détruit le macrobiote, donc la biodiversité de nos sols est mise à mal et nous avons besoin ce ventre qui puisse, encore une fois, digérer, parce qu'il ne suffit pas de bien manger, il faut aussi avoir la capacité de digérer. Et pour finir très concrètement, est-ce que tu pourrais nous partager une recette pour chacun des 4 trimestres, puisque j'inclus aussi le mois d'or, qui est le 4e trimestre qui va suivre l'accouchement. On va mettre ces 4 recettes ensuite en ligne, ou on pourra aussi renvoyer bien sûr à ton livre. Mais est-ce que tu peux nous donner les titres, les ingrédients pour nous mettre l'eau à la bouche ? Avec grand plaisir, parce que je trouve qu'une manière de dire aux gens qu'on les aime, c'est de les inviter à cuisiner. Donc je vous propose d'abord un potage aux champignons et pois chiches aux saveurs miso. Là, il va falloir 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive, 2 petits oignons, 2 carottes, de laurier, 300 g de pois chiches cuites maison ou acheter un bocal, 2 gousses d'ail, 250 g de champignons, une branche de céleri, une branche de thym, quelques feuilles de marjolaine, un peu de persil, un peu de miso et 600 ml d'infusion aux légumes. Et donc voilà, je vais vous envoyer la recette avec grand plaisir. Pour le 2e trimestre, j'aimerais bien vous proposer un houmous de betterave, pour lequel il faut 200 g de betterave cuite, 70 g de cerneaux de noix, où vous pouvez aussi mettre des amandes, une cuillère à soupe de tarkina, la purée de sésame, une gousse d'ail, un peu de sel, le jus d'un citron ou un petit morceau de citron confit, quelques graines de coriandre, l'huile d'olive, poivre, carvi, un peu de crème d'avoine. Et pour le 3e trimestre, une recette que j'adore, des petits knödel aux patates douces et fromage de brebis. Je vous donnerai aussi une version végane pour ce fromage-là. Donc là, il faut des patates douces, 2, le jus de citron, 80 g de fromage, 100 g de noisettes concassées, du persil, un peu de moutarde, 40 g de graines de courge, 2 oignons, un peu de l'huile d'olive, du sel, un peu de paprika doux, un peu de poivre et quelques pincées d'algues et un peu de parmesan. Il est 12h30 quand on enregistre et ça met l'eau à la bouche. Et pour le mois d'or, alors ? Alors, pour le mois d'or, ce qui est extrêmement important, pour le mois d'or, je vais vous donner la recette du pain de maïs, parce que ça nourrit en profondeur. Et avec ça, il serait très très bien que vous puissiez boire toujours des infusions de légumes, des potages, encore une fois, couleur jaune, couleur orange, parce que ça tonifie la rate, ça tonifie l'estomac, ça calme le pensée et ça fait dormir. Alors vous le voyez pas, mais Isabella a aujourd'hui un grand pull orange elle-même. Oui, c'est vrai, c'est ma couleur préférée. Donc pour le pain de maïs, il faut 125 g de farine de petit épeautre, 125 g de farine de maïs, 3 oignons et un petit poireau, 250 g de maïs, un peu de miel,
un peu de poudre à lever, un nuage de noix de muscade, un peu de poivre, une pincée de sel, 50 ml l'huile d'olive, 220 ml le lait d'avoine et 100 g de fromage râpé ou de fromage vegan que je vais vous donner, optionnel. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de l'essayer tout de suite, cette recette. Merci beaucoup, Isabella. Merci beaucoup à vous. J'apprécie beaucoup votre invitation. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions alimentaires produit par Darwin Nutrition. Merci beaucoup à Isabella de nous avoir fait découvrir comment un petit ventre peut être heureux et attendre un bébé. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser un avis sur Apple Podcast. À très bientôt en notre compagnie.